Go, Merci go, pour go, ton go, avis go, go, go. et tu restes avec nous. Oui. Je veux dire pour les 40 jours et puis pour la vie, hein. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Frédéric Pain. Frédéric Pain, il est médecin généraliste dans la Manche. Il s'est intéressé au collectif. Ce qu'on faisait lui a plu. On a échangé. Il a dit Arnaud, je suis d'accord. Alors, bah écoute, tu n'es pas. Hop, attends, il y a des fenêtres. Frédéric, eh ben moi, je voulais l'avis de Frédéric Pain, médecin généraliste dans la Manche, sur ce qu'il fallait faire pour améliorer le métier de la ville. Je crois qu'on a quand même déjà compris que la charge administrative était un vrai problème et qu'il fallait qu'elle soit légère. Frédéric, par contre, je serais obligé de te prévenir à la fin de ton topo, tu as 8 minutes. Thomas Brosset, tu me préviens à 7, comme ça je ferai un signe à Frédéric. Je te laisse la parole, Frédéric. Oui, je vais essayer. Bref, oui, donc je suis médecin généraliste dans la Manche. La Manche, c'est le département qui, c'est Cherbourg au nord et le Mont-Saint-Michel au sud. Pour ceux qui ne voient pas, mais le Mont-Saint-Michel, tout le monde voit à peu près aussi. Les constats qu'on peut faire en ville, ils sont les mêmes qu'à l'hôpital. Tu viens d'en parler, Arnaud. Pour moi, l'écueil majeur de tous les jours, c'est déjà la contrainte administrative qui est omniprésente. C'est 2 à 3 heures de travail par jour. Et en fait, moi, on veut plus ça. Moi, je veux plus ça du tout. Il y en a plusieurs qui l'ont dit. On est là quand même pour soigner les patients. Moi, j'ai appris à soigner des patients. Je n'ai pas appris à remplir des papiers. Donc ça c'est vraiment pénible. Et on l'a bien vu au moment de la première vague. La première vague, il a fallu s'organiser. Il y en a plusieurs qui en ont parlé, que les administratifs à l'hôpital se sont effacés. En fait, ils ont permis aux médecins hospitaliers de tout organiser. Et ils ont fait appel à nous. L'hôpital et la ville, on s'est parlé, on a réussi à se parler. Ça a été un des points importants de la première vague, c'est-à-dire qu'en fait, ça a permis de créer une collaboration entre la ville et l'hôpital dans notre ville. Et puis, la première vague est passée. On a dit, c'est vachement bien, on s'est parlé, donc il faut continuer dans cet ordre-là, dans cette optique-là. Et puis, ce qui s'est passé, par exemple, c'est le SAS. Alors, le SAS, l'idée est très bonne. En fait, on avait un peu esquissé ça lors de la première vague, c'était embryonnaire, mais en fait, c'est ce qui s'était passé, la collaboration entre la ville et l'hôpital. Et puis, alors, le SAS, en fait, il y a l'ARS qui est venu se mettre là-dedans. Et là, on est parti dans des réunions, pour moi, dans des réunions complètement surréalistes. Et pour ma part, moi, j'ai laissé un peu tomber parce que c'était vraiment trop administratif et je suis reparti vers mes patients. Voilà, donc ça, c'est vraiment une contrainte importante. L'hôpital qui va mal, j'ai entendu et je connais toutes les difficultés des soignants de l'hôpital et tous les problèmes que ça pose. Mais en fait, on est liés. Le docteur Taureau l'a dit, on est complètement liés. Si l'hôpital va mal, la ville va mal. Quand les lits ferment à l'hôpital, on ne peut plus garder les patients à l'hôpital. On en met dans les couloirs. Tous les médecins hospitaliers font tout ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai mes collègues hospitaliers, c'est très compliqué pour eux, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais ce qui se passe inévitablement, c'est qu'on a des patients, qui ne peuvent plus rester à l'hôpital, qui retournent à domicile, où on se débrouille avec l'infirmier de ville, avec les services de soins à domicile. C'est extrêmement compliqué. Et en fait, pour dire qu'on est tous liés et que la difficulté, elle est partout, en ville et à l'hôpital. Je pense qu'on est tous dans la difficulté. Il faut absolument qu'on mutualise nos problèmes et qu'on mutualise toutes nos forces. Je pense que tout est lié. Voilà. Alors, Est-ce que c'est vrai, Frédéric, qu'il y a jusqu'à 30% de charges administratives en ville quand on est un médecin généraliste? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai des gens qui me disent quasiment 30% de mon temps, il est accordé à des problèmes administratifs. Alors, ça ne va pas résoudre le problème des déserts, mais quand même, c'est dingue. C'est vrai, ça? oui, c'est vrai, oui, 30%, oui, 30%, ouais, sans problème. Sans problème. Et On pourrait pas créer des emplois pour des gens qui pourraient faire ça à la charge des docteurs. Je crois que ça existe déjà un peu, mais il n'y a pas quelque chose à proposer là?
Là, on nous propose ça. Alors, on nous propose ça. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que bon, la CPM met en place des assistants médicaux. On nous a proposé, à chaque fois qu'on dit qu'on a ce problème-là, ben, on dit embaucher des assistants médicaux. Alors, très bien, ça peut nous alléger, mais pas pour tout, parce qu'il y a quand même des choses. Même moi, des fois, j'ai du mal à remplir les dossiers parce que c'est complexe. Même moi, j'ai du mal à remplir les dossiers. Je ne suis pas sûr qu'un assistant médical qui n'est pas médecin pourra les remplir. Pas tous les dossiers, hein, je dis bien. Le temps qu'on perd aussi, et ça c'est parce que l'hôpital n'a pas de moyens, on a du mal à joindre les secrétaires au CHU parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses et ne peuvent pas nous répondre, on a du mal à joindre des collègues qui n'ont pas dit et tout ça. On se bat, on perd un temps infini à trouver des places près des spécialistes à l'hôpital pour les patients. Même en tant que médecin, j'ai du mal à négocier avec des collègues médecins parce qu'ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de place. Donc je ne suis pas sûr qu'un assistant médical qui n'est pas médecin aura plus de succès que moi. Donc, on nous propose des postes d'assistants médicaux. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu de ça, c'est que l'idée est bonne au départ, mais le risque, c'est qu'à partir du moment où on aura quelqu'un pour faire les papiers, on dit, bah, vous avez quelqu'un pour les faire, on va nous en recoller 2 fois plus. Moi, ça, c'est vraiment l'écueil que j'y vois. Puisque, bah, de toute façon, vous avez quelqu'un pour le faire, donc on peut en faire plein. Bon, et au-delà sans parler du problème du financement, parce qu'il y a des aides. Il y a des aides la première, la deuxième et la troisième année. Je crois que je ne me suis pas trop penché dessus, mais en fait, ce n'est pas quelque chose de pérenne. Donc après, c'est aux médecins de financer ça. Mon message, je ne suis pas sûr que ce soit le fond du problème. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est créer des emplois, c'est bien, mais est-ce que quand même l'idée, c'est, pour résoudre le problème, c'est pas plutôt de supprimer un tas de choses qui sont inutiles. On l'a bien vu à l'hôpital, apparemment, il y a un tas de tâches administratives qui sont inutiles. Là, en fait, on évacue le problème de la tâche administrative inutile, du papier inutile. Non, c'est pas grave, c'est inutile, mais on va mettre quelqu'un pour le faire. Enfin, moi, ça me pose un petit peu problème, quoi. Donc, en fait, voilà, moi ce qu'on vit de plus en plus mal, c'est accroître, enfin, c'est qu'il faut absolument qu'on accroisse le temps Frédéric, médical. Frédéric, il faut conclure, mais tu sais que ce n'est que l'introduction, mais il Ouais. faut conclure. Vas-y, dis-moi, en 3-4 mots. À t'écouter, je dirais simplification, fluidité. Simplification administrative. Faut arrêter d'emmerder les soignants avec tout ça. Fluidité, parce que c'est pas normal qu'un médecin, il galère au téléphone pour en fait transférer son patient. C'est pas normal. En fait, on a vécu avec ça, Frédéric, je crois, pendant des années. C'est Tout à compliqué fait. de transférer un malade ou d'hospitaliser un malade. Il faut que ça devienne simple. Est-ce que tu es d'accord avec ma Ah, conclusion, tout à enfin, ma fait, il faut proposition? simplifier. C'est exactement ça. Bon, merci Frédéric. On reste en contact pour Ouais. la suite du vrai Ségur de la santé. Ce soir, c'est une présentation. Euh, eh bien, merci beaucoup. Je continue. Alors, Frédéric, il ne pourrait rien faire en ville s'il ne travaillait pas en étroite collaboration avec des infirmières libérales. Et alors, dans le collectif, on a une infirmière libérale très célèbre, très célèbre. Alors, je ne la vois pas. Alexandra, je ne la vois pas, je ne la vois pas. Alex, t'es là? Oui, elle est là. Ah, bah alors, elle est pas. Je sens que j'étais lâché par moi. Ah ben elle est là, Alex. Je suis là. Alex, Bonjour à tous. Alex, tu bosses pour un syndicat, mais tu es aussi très impliqué dans le collectif. Tu es une boîte à idées, tu travailles comme une dingue, ça je le sais. C'est toi qui as attiré mon attention il y a quelques semaines, il y a quelques mois sur le fait que la ville sauvait l'hôpital. Parce qu'en fait, en ville, vous gardez des gens qui ne vont pas à l'hôpital, à leur domicile. Et vous, on ne s'en rend pas compte de ça. Mais il y a des gens en ville qui permettent à l'hôpital d'aller un peu moins mal. Les infirmières libérales en font partie. Ce sont des gens qui travaillent énormément. Ce sont des gens très présents dans le collectif. Vous êtes là depuis le départ. On vous a toujours défendu. Alex, il faut que ça tienne en 8 minutes max. Je te préviens à la 7e. Mais Alex, tu sais aussi que on se reverra. Mais C'était oui, l'inauguration. Je voulais que tu sois là ce soir. Mais tu ne merci. seras pas jugé sur ce soir. Voilà. À toi de jouer. Bon, alors pourquoi tu m'as demandé donc, de préparer mon intervention? Donc pourquoi revoir le Ségur? Tout simplement parce que les infirmiers libéraux, on n'existe pas du tout dans le process du Ségur. On est invisible, complètement invisible. Tout ce qu'on fait depuis des décennies et de plus depuis 2 ans avec toutes les vagues Covid, on n'a aucune considération. Notre valeur de l'acte infirmier n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. On est à 3,15 €. Et il faut savoir que là, la dernière grande nouveauté, c'est que pour les patients de plus de 90 ans, en fait, nos forfaits de soins sont passés de 28 €. Bon, on était à 31,80 €.
et ils nous ont baissé les tarifs à 28,70 € pour des patients qui ont plus de 90 ans et qui sont lourds et qui nécessitent plus de 2 heures de prise en charge de soins. Donc, on nous baisse encore nos tarifs. En fait, on est devenu la variable d'ajustement de l'assurance maladie. Ça, c'est plus possible. Et comme tu l'as dit, et comme j'aime bien le répéter, en fait, le premier hôpital de France, c'est la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 140 000 infirmiers qui interviennent quotidiennement chez les patients, donc chez des patients de toute problématique, hein, des patients chroniques, des patients qui sont opérés, des patients psychiatriques, de la pédiatrie, de la cancérologie. Bon, bref, je ne vais pas te faire le détail, mais il faut savoir qu'on est quand même les seuls aujourd'hui professionnels de santé à intervenir sur la totalité du territoire français et d'outre-mer, de jour comme de nuit. Donc aujourd'hui, on est les seuls professionnels de santé à encore intervenir en ville. J'ai des patients qui habitent dans des villages, qui habitent à la montagne, qui habitent à Mayotte. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est infirmière à Mayotte. Et je peux vous dire que les conditions de travail à Mayotte, c'est sport. Et ça, ce n'est pas reconnu, alors qu'on est aujourd'hui les seuls à intervenir. L'autre chose aussi qui ne va pas, nous, on veut faire modifier le code de la santé publique parce que je ne supporte plus qu'on nous appelle auxiliaire médical. Moi, je suis une professionnelle de santé à part entière, donc avec des compétences. Je suis capable d'avoir un raisonnement clinique, de mener des consultations infirmières. Je mène des actions d'éducation primaire, secondaire, tertiaire. Donc, je ne suis plus auxiliaire médical. Je suis un praticien de santé comme les autres et je ne tolère plus ce terme de auxiliaire médical. Donc, ça, il va falloir que ça change. Il va falloir changer le code de la santé publique pour ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, et tu sais que je suis très attachée au parcours de soins. Aujourd'hui, le parcours de soins, c'est quand le patient il rentre à l'hôpital, il sort à l'hôpital. Là, on se trompe. Aujourd'hui, le parcours de soins, c'est quand le patient il est chez lui, dans son lieu de domicile, et qu'il retourne à son domicile. Ça, c'est un vrai parcours de soins. C'est de chez lui, de son lieu de vie, à son hospitalisation, à ses consultations et à son retour à domicile. Et ça, c'est un vrai parcours de soins. Et ce n'est pas son petit séjour à l'hôpital, à la clinique ou en rééducation. Voilà, c'est le patient qui est chez lui. On le trace jusqu'à ce qu'il revienne chez lui. Ça, c'est un parcours de soins. Ensuite, ce qui ne va pas non plus, c'est la nomenclature des actes infirmiers qui est revue quand ils ont envie, donc à peu près tous les 10 à 15 ans. Je vais vous donner des exemples qui vont bien vous faire rire. Donc moi, j'ai le droit de poser une sonde urinaire à domicile, j'ai le droit de l'enlever. Par contre, ce qui se passe entre le moment où je la pose et le moment où je l'enlève, eh bien, ça n'existe pas. Donc, je ne peux pas le facturer à l'assurance maladie. Ça ne fait pas partie des soins qui sont pris en charge. Alors, je peux la poser, je peux l'enlever. Par contre, la surveiller, je ne peux pas. Pareil pour les sondes nasogastriques, pour tous les patients qu'on branche avec des nutritions sur les sondes nasogastriques. Eh bien, aujourd'hui, il faut que je choisisse, moi, ce que je vais facturer à l'assurance maladie, c'est-à-dire, est-ce que je facture la pose de la sonde la pose de la nutrition sur la sonde nasogastrique ou je facture la dépose. Je n'ai pas le droit de facturer les deux, donc je suis obligée d'éduquer mon patient à se débrancher ou à se brancher tout seul. En 2022, on en est encore là. Il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres exemples. Par exemple, quand j'interviens chez un patient qui est passé par l'hôpital parce qu'il a eu un trauma. Alex, tu m'entends? Oui. C'est pour essayer de comprendre. Donc. Non, mais attends, je finis. Laisse-moi finir. Je sais que tu peux me montrer des exemples. Mais donc, essaye, je t'embête exprès parce qu'on se connaît bien, Alex. C'est pour ça que je me permets de t'embêter. Dis-moi, c'est quoi la solution? Il faut arrêter la solution, il ne faut plus qu'on soit des auxiliaires, il faut qu'on soit des praticiens. Ensuite, deuxièmement, il faut qu'on devienne des infirmiers référents au même titre que le médecin traitant. C'est-à-dire que nous aussi, on doit être destinataire des dossiers. Je vais te donner un autre exemple. La semaine dernière, j'ai été appelée par l'hôpital pour un patient que je dois suivre pour une chimio. C'est un patient qui a un énorme cancer, qui est condamné. Et ben en fait, l'hôpital a refusé de me donner le dossier et a refusé de me donner la pathologie. C'est moi, quand je suis arrivée chez le patient, je lui ai demandé, bon, alors monsieur, vous avez quoi comme cancer? Est-ce que c'est au patient de m'expliquer sa pathologie? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on doit être destinataire des dossiers. On fait partie des intervenants médicaux, paramédicaux sur ce patient. Donc, on doit faire partie aussi de la chaîne d'information au même titre qu'à l'hôpital. Donc, on doit être des infirmiers référents. Ensuite, l'autre chose, on doit être… Attends, laisse-moi finir. On doit être aussi des infirmiers de premier recours. Le truc typique, c'est les patients qui sont mal à domicile. Aujourd'hui, je suis obligée d'appeler le médecin traitant qui gère entre 2000 et 4000 patients. Je dois l'appeler pour qu'il me fasse une ordonnance pour faire des pansements. Donc ça, c'est de notre rôle propre, c'est dans mon décret de compétence. Il faut valoriser ce décret de compétence, il faut le légiférer, il faut le légitimiser, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tous les jours, sauf qu'aujourd'hui, d'un point de vue légal et d'un point de vue CPM, je suis obligée de passer par une prescription. Je suis soumise à mon rôle prescrit.
Bon, ça déjà, ça ne peut plus continuer comme ça. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'il faut qu'on puisse prendre en charge les gens dans la globalité. Si on veut limiter les hospitalisations, non mais laisse-moi finir, parce que l'infirmier de premier recours, c'est important. Si on veut limiter les hospitalisations sur des patients qui sont diabétiques, qui décompensent, des insuffisants cardiaques, des insuffisants respiratoires et tout ce que tu veux, il faut qu'on nous admette comme des acteurs de première intention. En faisant de l'éducation, de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, on limite les hospitalisations. Donc, c'est ça qui est important. On ne peut pas continuer à saturer les hôpitaux parce qu'on ne nous donne pas les moyens de travailler correctement. C'est-à-dire que, je vais prendre un autre exemple. Moi, mes patients de cancéro, quand ils chauffent, si je n'ai pas d'ordonnance pour faire un prélèvement sur la PICC line, pour faire des émocs, je suis obligée de l'hospitaliser. C'est complètement stupide. Aujourd'hui, à l'hôpital, il y a un protocole. Ton patient il chauffe, tu fais des émocs, point barre. En ville, on n'a pas ce genre de protocole. Donc, ça aussi, il faut faciliter le droit de prescription pour les infirmiers libéraux, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Et c'est aussi comme ça qu'on limitera les hospitalisations. Merci, Alex. Écoute, c'est passionnant. Donc ce n'est que l'intro. Et on va en reparler et on va développer la ville et on développera des sujets autour des infirmiers libéraux. Je ne sais pas encore comment on va articuler les choses, mais tu seras amené à en reparler. Excuse-moi de t'avoir embêté parce que, en fait, moi, je ne sais pas. C'est que j'ai le sentiment que tu parles de changer le cadre de votre profession. Et moi, je croyais quand même un peu naïvement qu'il y avait surtout un problème de valorisation de l'acte. Mais en fait, tu dis un peu pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Si tu veux, il y a le problème de la nomenclature et il y a le problème de tout ce qu'on fait tous les jours qui n'est pas légitimé. Et ça, aujourd'hui, il faut impérativement qu'on mette l'action là-dessus parce que c'est comme ça aussi qu'on permet de garder les gens en bonne santé. C'est comme ça aussi qu'on permet de ne pas les hospitaliser et c'est aussi comme ça qu'on permet de garder les gens à domicile le plus longtemps possible. Merci, Alex. Excuse-moi de t'avoir embêté un peu, mais je me suis permis parce qu'on se connaît bien. Sachez, messieurs, dames, qu'on se connaît bien. Qu'elle ne m'en voudra pas. Merci beaucoup. Ce n'est que le début. On continuera la ville. Je passe la parole maintenant à une autre infirmière, si elle est OK, parce qu'elle n'est pas commode. C'est Audrey Vaskovec, qui est un des piliers du collectif Santé en danger. Audrey, elle est infirmière à l'hôpital. Audrey, tu as l'intention de parler, hein? Tu n'as pas changé d'avis? Je ne t'entends pas. Audrey? Audrey, go Audrey. Bah oui, Thomas, il dit go Audrey. Audrey, elle est là? Elle est là. Alors, OK. Tu m'entends, Audrey? Audrey, tu m'entends? T'es muette. Vas-y, mets ton micro. Pourquoi je t'entends pas, moi? Vous l'entendez, Audrey? Moi, je t'entends pas. Il faut que Audrey fasse un petit réglage de son micro en bas à gauche et qu'elle le mette sur ses oreillettes. Bon, Audrey, tu as encore une chance, sinon je passe la parole au suivant le temps que tu te prépares. Audrey, c'est bon ou pas? Il faut que tu allumes ton micro en bas à gauche, mais elle sait faire, Audrey. On fait des visios sans arrêt. T'es là? Faut juste dans les réglages. Faut juste dans les réglages. Non, c'est que dans les réglages du son, il faut que Audrey choisisse le son des oreillettes et micro des oreillettes. Bon, écoute, c'est Ludo qui parle. Ludo, Houston, tu